Et puis, dernière présentation de ce matin de Morgane Gérardin, qui est actuellement à Toulouse, mais qui présente ses travaux qu'elle a réalisés durant son post-doctorat à l'INRIA Bordeaux. C'est pour ça que c'est ce qui est indiqué sur le programme. Et c'est une vraie problématique actuelle, c'est l'acquisition de l'apparence, de l'attribut d'apparence de matériaux translucides. Donc bonjour. Donc effectivement, comme l'a dit Lionel, je vais vous parler d'un système d'acquisition que j'ai développé donc, à l'INRIA de Bordeaux, l'année dernière notamment, et que je continue d'exploiter aujourd'hui dans un second travail à Toulouse. Mais là, je vais vraiment essentiellement parler de l'instrument lui-même. Donc, pour introduction, déjà, on s'est intéressé au cas particulier des albâtres. Donc, ce sont des matériaux qui sont utilisés notamment pour des sculptures. Alors, depuis très longtemps, depuis 3 millénaires avant notre ère, et en France et en Europe, notamment jusqu'à la Renaissance. Donc, l'intérêt, en fait, notre objectif, c'est de reproduire de tels objets. Donc, ça passe par reproduire aussi bien leur apparence que leur forme. Si je zoome un petit peu sur l'œuvre que je vous ai montrée précédemment, on peut voir qu'il y a une forme qui est très complexe, avec des sculptures très fines. Il y a de la polychromie qui est légèrement effacée aujourd'hui, donc il y a un certain vieillissement. Et il y a aussi une altération de la couleur, notamment une sorte de jaunissement sur l'ensemble de l'œuvre. Et donc nous, forcément, on va prendre quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple. On va retirer tout ce qui est peinture, tout ce qui est vieillissement, et on va s'intéresser seulement à des matériaux très, très simplifiés, notamment en termes de géométrie. Donc on a une forme qui est très simple et des dimensions qui sont connues. Et ensuite, on n'a pas de peinture, c'est-à-dire qu'on a de l'albâtre qui est nu, finalement, et donc livré à sa propre apparence. Pour l'instant, on ne prend pas en compte la peinture. Donc voilà, et ces matériaux-là, comme l'albâtre, ça a une apparence qu'on dit translucide. Donc, pour détailler la translucidité, contrairement à des surfaces qui ne sont non translucides, la lumière est réfléchie uniquement en surface et c'est décrit par la DSDF. Mais dans le cas de la translucidité, il y a un certain transport de la lumière sous la surface du matériau. Et c'est ça qui nous intéresse. Pour illustration, si je reprends mon échantillon que je vous ai montré précédemment, donc là vous avez l'échantillon d'albâtre et un laser, c'est un petit pointeur laser très classique. Si j'allume le laser, on voit une tache rouge qui apparaît. Si j'éteins la lumière ambiante, on voit que la tache, elle se propage vraiment de manière importante dans le matériau. Ici, on a par exemple une tache de diffusion qui est de l'ordre de 5 cm en rayon. Bien sûr, la translucidité, ce n'est pas seulement les albâtres. Dans les matériaux du patrimoine, on peut penser à plein d'autres matériaux, du type des céramiques, qu'elles soient peintes ou non, du verre pour les vitraux, par exemple. Après, il y a d'autres matériaux, du style des pastels, et j'en passe. Mais en tout cas, nous, on va plutôt s'intéresser à des matériaux qui sont relativement homogènes, visuellement en tout cas, et qui sont plans, donc de géométrie très très simple. Donc l'idée pour finalement caractériser la translucidité d'un matériau, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la BSS XDF, qui est seulement un rapport entre la radiance observée et le flux incident sur le matériau. Cette fonction, c'est aussi une fonction des paramètres intrinsèques des matériaux. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc l'idée, c'est d'envoyer de la lumière sur un échantillon. Si possible, on filtre la lumière spectralement de manière à seulement sélectionner certaines longueurs d'onde et on observe la tâche de diffusion avec une caméra du type une caméra RGB par exemple. Ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter des rotations au niveau de l'échantillon de manière à vraiment venir scanner l'ensemble de l'hémisphère autour de l'échantillon. Et encore plus intéressant, c'est de pouvoir passer la caméra de l'autre côté de l'échantillon, de manière à ce qu'on puisse non seulement imager en réflexion, mais aussi en transmission. On a donc les deux termes qui sont BSS-R, DF pour réflexion et TDF pour transmission. Donc le pipeline, en fait, pour concevoir un tel instrument, il est relativement complexe et il est encore en cours aujourd'hui. Donc, premièrement, il y a la conception vraiment de l'instrument de manière physique, pour respecter notre cahier des charges, donc une mesure qui est spectrale et qui est aussi bien en transmission et en réflexion. Ensuite, une partie très importante, c'est la calibration de l'instrument. C'est bien beau de prendre des photos, mais il faut qu'on puisse relier finalement les valeurs qu'on mesure sur les photos à des grandeurs qui sont physiques pour pouvoir les exploiter.
Bien sûr, il y a une partie d'acquisition, je passerai très rapidement dessus aujourd'hui, et après, il va y avoir toute une phase de traitement de données, de visualisation des données, etc., etc. Donc il y a des choses déjà faites, et il y en a d'autres qui sont en cours, voire qui ne sont pas encore faites du tout. Donc pour parler de la conception de l'instrument, c'est essentiellement en 3 parties, donc assez classiquement. On a une partie qui va être illumination de l'échantillon, une partie qui est l'échantillon à lui-même, comment il bouge, et une partie de détection. Donc je vais commencer par l'éclairage. Finalement, j'ai abouti à un système optique relativement simple qui est constitué de 3 éléments importants. Premièrement, je vais avoir la source de lumière. Ici, on a choisi un laser qui est en fait un supercontinuum qui nous permet donc d'avoir une gamme spectrale qui est relativement large. Donc ici, du visible jusqu'au proche infrarouge. Tac. Oups, c'est pas du tout ça. Voilà. La deuxième partie, c'est le filtrage spectral. Donc pour faire ça, on a choisi un filtre qui fait la taille d'une lame de microscope, qui en fait, selon la position sur le filtre où on éclaire ce filtre, on a certaines longueurs d'onde qui sont transmises ou non. Donc avec ça, on ne va pas obtenir des bandes spectrales très fines, donc ce ne sera pas monochromatique, mais on aura des bandes spectrales qui seront de largeur entre 13 et 19 nanomètres à peu près, ce qui sera suffisant pour notre cas. Et enfin, la troisième partie, qui est relativement importante, c'est la focalisation du faisceau. L'idée, c'est d'avoir un faisceau qui est très très fin une fois arrivé sur la surface de l'échantillon. Pour ça, on a choisi une lentille en particulier qui est placée suffisamment loin de l'échantillon et qui nous permet d'avoir un spot sur l'échantillon qui est inférieur à 1 mm en diamètre. Donc ça, c'est une photo de ce qui se passe en vrai plutôt qu'un schéma. Donc c'est exactement les mêmes éléments que tout à l'heure avec la lumière qui va du laser jusqu'à l'échantillon. Donc une partie très importante, c'est la calibration de ce bras d'incidence. Donc calibration, j'entends quel est exactement le flux qui est incident sur mon échantillon. Donc pour ça, on est obligé de passer par une mesure. On a établi un protocole avec une sphère intégrante. Donc en fait, on place la sphère intégrante à la place de l'échantillon. Et en utilisant les propriétés de cet instrument optique, on est capable de relier l'irradiance qui est mesurée par un spectromètre au flux qui est effectivement incident dans la sphère intégrante et qui correspond donc au flux incident sur mon échantillon. Donc pour quelques résultats, on a choisi 13 bandes spectrales au total, que j'ai représentées ici, et simplement en appliquant la formule qui est juste au-dessus, on obtient pour chaque bande spectrale une valeur de flux incident sur mon échantillon. Donc tout ça, c'était pour la partie éclairage de ma manip. Ensuite, il y a une partie qui est plutôt comment faire bouger l'échantillon dans tous les sens. Donc pour ça, on a choisi 3 platines de rotation qui permettent de faire bouger aussi bien le bras de la caméra, donc le moteur 0 tout en dessous, et l'échantillon suivant 2 axes différents avec les moteurs 1 et 2. Donc ce qui est important ici, c'est l'alignement de cet ensemble-là avec l'éclairage précédent. Donc l'idée, c'est d'avoir un spot qui arrive à peu près, même le plus proche possible, à l'intersection des axes des différents moteurs. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie observation. Donc là, on utilise une caméra de grand public, Canon, avec un objectif dont les paramètres nous permettent d'obtenir une profondeur de champ d'à peu près 2 cm. Cette partie-là, elle a plusieurs calibrations à prendre en compte, que je vais essayer de vous détailler assez brièvement maintenant. La première partie, c'est la calibration géométrique. Donc, c'est une calibration qui va nous permettre de savoir exactement où se situe ma caméra par rapport à mon échantillon. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle le modèle caméra. Donc, en fait, on prend une photo d'une mire Charocco. Donc, c'est une mire avec des petits patterns qui sont très bien connus et définis. Et on prend des photos de cette mire sous différents angles, différents points de vue. Et avec un programme qui est déjà tout prêt en Python, on est capable d'obtenir pour chacune de ces prises de vue la position exacte de la caméra par rapport à l'échantillon. Et on détermine aussi des paramètres intrinsèques du style la focale de l'objectif et le centre optique. Cette calibration géométrique, elle nous permet aussi de calibrer les axes de rotation des moteurs. Donc, par exemple, ici, vous avez une photo d'un échantillon d'albâtre qui est monté sur mon banc optique. Et j'essaye de recréer une image de cet objet, mais virtuellement. Donc, en fait, je crée mon objet aux mêmes dimensions informatiquement et je calcule la projection dans une image comme si je prenais une photo. Si je considère que mon axe ici, il a tourné uniquement suivant Y, on remarque ici que ma reprojection qui est en blanc n'est pas exactement superposée à mon échantillon en vrai. Alors que si je prends ma calibration des axes,
la superposition est beaucoup plus efficace. Alors qu'on n'a pas énormément changé entre pile suivant l'axe Y et un peu moins suivant l'axe Y. Ensuite, il y a la calibration qui est photométrique. Donc cette calibration-là, c'est ce qui va nous permettre de relier la valeur d'un pixel à la valeur de radiance observée par ce pixel. Donc pour ça, on a établi une équation qui est finalement relativement simple, mais qui fait intervenir encore quelques paramètres qu'on ne connaît pas forcément. Notamment le paramètre de flat field et le paramètre réponse de la caméra. Donc pour le flat field, en fait, ça correspond à la non-uniformité du capteur quand on l'éclaire avec un éclairage uniforme. Donc en fait, ça s'apparente essentiellement à du vignettage pour ceux qui font un peu de photographie. Donc un protocole de mesure relativement simple où on image tout simplement une source uniforme créée à partir d'une sphère intégrante. Donc on obtient des images comme ça, donc vous pouvez voir au coin de l'image qu'il y a un certain assombrissement. Donc ça, c'est dû au vignettage et c'est essentiellement dû à l'optique de la caméra. Donc pour caractériser ça, on prend un profil au centre de l'image. Donc ce sont les points bleus sur l'image à côté. Et on le fit avec une fonction relativement simple qui ici est un polynôme du degré 3. Et donc on utilisera ce fitting pour corriger toutes nos valeurs plus tard. Ensuite, il y a la réponse de la caméra. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que quand on prend une caméra chez Canon, les spécifications du capteur de la caméra ne sont pas données et ils sont tenus confidentiels. Donc on n'a absolument aucune valeur auquel se comparer. Donc il a fallu qu'on la mesure également. Donc le protocole, encore une fois, on va imaginer une source uniforme de lumière. Mais cette fois-ci, on va filtrer notre source de manière à faire ça pour toutes les bandes spectrales qui nous intéressent, parce que la réponse va être différente en fonction de la bande spectrale utilisée. Donc pour ça, on utilise encore la sphère intégrante, et cette fois-ci, on va imager la sortie de la sphère avec notre caméra. Donc on obtient ce genre de photo. Ici, c'est un exemple à 530 nanomètres, et vous pouvez voir qu'effectivement, la tâche finalement qui correspond au port de sortie de la sphère intégrante est relativement uniforme. Donc en fait, avec ça, on va pouvoir prendre des photos à différents temps d'exposition et donc changer l'énergie qui arrive en fait sur mon capteur. Et on pourra tracer une corrélation entre l'énergie reçue et la valeur des pixels de cette caméra. Après, moi, ce qui m'intéresse dans mon équation, vous pouvez le voir, il y a un petit -1 au-dessus du F, c'est l'inverse de la réponse de la caméra. Donc tout simplement, j'inverse mes deux axes, en gros. Il y a des zones qu'on peut voir, des zones de saturation sur la réponse inverse. Donc il faudra faire attention quand même de ne pas prendre des valeurs ici quand on fera un traitement de données postérieur. Donc voilà, j'ai fini avec la conception de l'instrument, la calibration, etc. Maintenant, on peut passer à l'acquisition. Donc je passe très rapidement, je vous ai mis seulement quelques résultats ici. Mais on a décidé pour l'instant d'utiliser, je vous l'ai déjà dit, 13 bandes spectrales. Et on a fixé aussi 720 géométries de mesure. Donc géométrie de mesure, ça veut dire 720 triplets de position de mes moteurs M0, M1, M2. Donc là, vous avez un exemple de résultat pour seulement une géométrie à quelques bandes spectrales. Voilà, c'est juste pour avoir des jolies images. Et pour l'instant, la durée de l'acquisition, c'est 2,5 jours avec ce type de géométries qui sont imposées et un stockage qui est assez important de quasiment 1 Tera. Donc ça fait un peu trop. On voudrait pouvoir réduire ça, notamment en termes de capacité de stockage, on voudrait pouvoir descendre pour avoir moins de nécessaire. Donc pour ça, il faut traiter les données, forcément. Donc pour traiter les données, on va d'abord prendre une position de mes différents moteurs, c'est-à-dire une géométrie de mesure. Première chose à faire, c'est d'estimer où est placée ma caméra par rapport à mon échantillon. Donc ça, c'est possible grâce à la calibration géométrique de la caméra dont j'ai parlé précédemment. Typiquement, j'ai une photo dans une géométrie, je suis capable de calculer la projection de mon objet dans l'image, et si je superpose les deux images, effectivement, ça marche. Donc finalement, je suis capable d'estimer la position de ma caméra. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, pour cette géométrie donnée, je vais m'intéresser cette fois-ci à une seule image, c'est-à-dire une seule bande spectrale et un seul temps d'exposition. Sur cette image, il va falloir sélectionner les pixels qui sont effectivement exploitables. Sur une image de mesure, donc typiquement si je reprends ma géométrie, j'éteins la lumière, j'allume le laser, j'obtiens quelque chose comme ça, avec un petit point bleu au centre, mais vous voyez peut-être pas très bien.
Sur cette image, il y a du bruit dû à la caméra, et il y a des pixels qui ne sont pas forcément au focus de la caméra. Donc on va les retirer, et voici finalement les pixels qui sont sélectionnés comme valides et intéressants. Ici, c'est un masque tout simplement en noir et blanc. Tous les pixels en blanc sont des pixels qui vont être étudiés plus tard. Et enfin, une fois qu'on a sélectionné nos pixels, pour chacun de ces pixels, on va extraire les paramètres de la BSS-RDF. Donc dans ces paramètres, il y a notamment la position à laquelle correspond ce pixel sur l'échantillon. Il y a aussi l'angle sous lequel le pixel voit l'échantillon. Et bien sûr, il y a la valeur du pixel qui est reliée directement à la BSS-RDF, comme je l'ai montré par la calibration photométrique de la caméra. Donc on stocke tout ça dans un très grand tableau avec différents paramètres, les paramètres nécessaires à la BSS-RDF pour chacune des bandes spectrales, etc. Donc on fait ce traitement des données sur toutes les données acquises au cours de notre acquisition précédente. Une fois qu'on a tout ça, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Donc pour l'instant, on essaye de visualiser les données. C'est-à-dire, on essaye de savoir si effectivement les géométries de mesure qu'on a choisies sont intéressantes, est-ce que certaines sont redondantes, est-ce qu'on peut en retirer, est-ce qu'il faut en rajouter, etc. Donc première visualisation possible, c'est d'étudier des profils de la BSS-RDF. Donc par profil, j'entends, je prends une image, donc ici je vous donne deux exemples. Je prends une image, voilà, et je trace un profil, typiquement longitudinal, ici comme ça, et je trace la valeur de la BSS-RDF en fonction de la distance au point d'impact. Donc on peut voir ici deux profils qui sont relativement intéressants. On voit que celui du haut s'étale un peu plus vers la droite, celui du bas un peu plus vers la gauche. On observe quelques points qui sont un peu étranges. Soit c'est du bruit que je n'ai pas bien retiré lors du traitement des données, soit c'est dû à certaines inhomogénéités dans le matériau qui ferait qu'à cet endroit-là, ma BSS-RDF est beaucoup plus faible à déterminer. Le problème de cette visualisation, c'est que c'est fait pour une géométrie donnée. J'en ai 720, et un profil, je ne suis pas obligée de le prendre en longitudinal, je peux le prendre en plein d'autres sens, ce qui fait un petit peu trop de graphique à tracer. Donc l'idée, c'est de passer plutôt sur une visualisation plus complète. Donc on a un point d'impact et on observe à une certaine position sur l'échantillon. Et on veut voir si, avec nos mesures, on a bien scanné tout le dôme autour de ce point d'observation. Donc en fait, c'est comme si on avait mesuré une BRDF en chaque point d'observation de l'échantillon. Donc typiquement, je prends mon échantillon et ici j'ai représenté sur le zoom en bleu le point d'impact et en rouge les points d'observation que j'ai envie d'étudier. Donc si j'étudie le point qui est ici en vert, j'obtiens pour une certaine incidence un plot comme ça. On voit que sur ce graphique, il y a seulement quelques points qui sont effectivement mesurés. Je change d'incidence, j'ai toujours quelques points qui sont un petit peu hors de l'axe principal, mais ça reste très pauvre. Si j'observe sur les autres points d'observation, j'ai les mêmes résultats. Donc pour l'instant, j'ai des données qui sont bien trop éparses. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Je ne sais pas encore exactement comment. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, donc ce qui m'amène finalement à l'exploitation des données. Une fois que j'aurai réglé ce souci, il y a encore plusieurs choses qu'on compte faire. Notamment, je vous ai dit tout à l'heure que la BSS-RDF, c'était une fonction de paramètres intrinsèques des matériaux. Ce qui m'intéresserait, c'est de retrouver ces paramètres intrinsèques. Donc pour ça, on va utiliser je vais essayer du moins d'utiliser ça, des méthodes informatiques qui s'appellent le rendu différenciable et qui permet soit en prenant en compte une fonction très complexe, de remonter aux paramètres intrinsèques des matériaux, soit d'utiliser des modèles beaucoup plus simples et de remonter quand même à des expressions de mes paramètres qui seront peut-être légèrement biaisées ou faussées. Enfin, voilà, c'est des techniques informatiques dans lesquelles je ne me suis pas encore plongée, mais qu'il va falloir faire bientôt. Une fois qu'on aura ces paramètres, ce qui sera très intéressant, c'est de les transférer à des objets avec une géométrie beaucoup plus complexe. Parce que pour l'instant, je suis toujours avec mon espèce de cube, mais l'idée, ce serait d'utiliser plutôt un objet qui est beaucoup plus compliqué, qui ressemble à une sculpture, de lui appliquer ces matériaux, ces paramètres intrinsèques, et finalement, avec un moteur de rendu, suivant différentes techniques, de reproduire l'apparence de ce type de matériaux, mais ce serait calculé entièrement informatiquement. Donc voilà, pour terminer, c'est les travaux futurs proches qu'il me reste à faire.
Donc premièrement, les données trop éparses qu'il faut que je règle. Et on prévoit de faire de nouvelles acquisitions sur des matériaux qui seraient beaucoup plus homogènes que de l'albâtre. Peut-être que ça nous faciliterait pas mal la tâche. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Morgane. Je m'interrogeais, tu as choisi un faisceau incident focalisé. J'aurais plutôt imaginé collimaté. Est-ce que tu penses que ça a un impact ? Alors, j'aurais préféré aussi collimater au début parce que ça me paraît plus simple, tout simplement. Et puis aussi parce que du coup, j'ai pas l'étalement dans le matériau une fois que ça se défocalise. Là, avec le montage, on a une divergence qui est relativement faible, en fait. Donc, j'ai 60 cm à peu près entre la dernière lentille et le plan focal. Et je vais avoir une différence de tâche, je ne l'ai pas calculé, je n'ai pas l'ordre de grandeur là, mais c'est sur la lentille, le spot il va être de quelques millimètres et il est seulement à 1 millimètre à peu près sur l'échantillon. Donc bon, on est resté avec focaliser histoire de réduire au maximum le faisceau de sortie du laser. Alors, c'est toujours sur le faisceau, ma question. Donc il fait 1 mm, mais la définition de la BSS-RDF, c'est d'être le plus petit possible. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte et est-ce que vous allez le prendre en compte dans l'exploitation des résultats ? Ouais, alors pour l'instant, avec le traitement des données que je fais, étant donné que je retire les pixels qui sont le plus saturés, et que j'ai aussi déterminé où était exactement le spot sur l'échantillon, il y a toute une zone autour de ce spot sur l'image qu'en fait je ne prends pas en compte. Donc toute la partie qui va vraiment être plutôt BRDF, disons, donc par rapport au point d'impact, ça pour l'instant on ne le prend pas en compte. Mais à terme, ouais, faudrait que je réfléchisse un peu comment on pourrait utiliser aussi cette information-là. d'autres questions ? Alors, d'abord Mickaël. Merci pour la présentation. Toute petite question sur le tableau des données. J'ai pas compris pourquoi tu stockais les 3 composantes X, Y, Z pour les points d'impact et les points de sortie et la distance. Je pourrais choisir seulement un des deux. En fait, j'ai juste tout stocké en me disant est-ce qu'il vaut mieux que je prenne la distance ou est-ce que je stocke vraiment les points d'impact. En fait, si je prends en compte que la distance, je pourrais supposer un matériau isotrope et ne prendre que les distances qui sont toutes à peu près pareilles. Donc c'est répétitif, effectivement, et comme je ne sais pas encore si mon matériau est isotrope ou non, j'ai préféré tout stocker pour l'instant. Ah, mais le Z, en fait, comme ton matériau est plan. Oui, le Z, il est très très faible. Là, je l'ai mis pour pouvoir le visualiser, en fait, mais il est très très faible, il est largement inférieur au millimètre. Voilà, donc je pourrais l'approximer à 0. L'échantillon n'est pas parfaitement plat. Surtout celui que j'ai utilisé, que je vous ai montré tout au début, on en a des plus plats. Celui-ci, il a quelques reliefs, c'est pas des reliefs rugueux, c'est très, très doux, mais il y a quand même une petite variation inférieure au millimètre. Voilà. Et moi, je me posais une question par rapport à l'éclairage laser. Il n'y a pas de phénomène de diffraction, une chose comme ça, le fait que l'onde soit très plane? En tout cas, pas que j'ai observé, non. Donc, en étudiant la source, a priori, il n'y avait pas d'histoire de cohérence qui était dérangeant au niveau du laser. Et non, je n'ai pas observé de phénomène de diffraction quelconque. Donc, j'avais une autre petite question, l'albâtre, juste pour me figurer la translucidité de l'albâtre par rapport au marbre, par exemple. C'est plus translucide que le marbre? Oui, c'est un peu plus transparent. Transparent. La lumière se propage plus loin. Ouais. Et donc le marbre, si tu passes à quelque chose de moins translucide, ce serait plus facile à imager ou plus difficile? Je ne sais pas trop. Un peu plus difficile parce que c'est plus resserré vers voilà, le spot donc central. du coup j'ai moins de tâches de diffusion à étudier. Après, là, quand j'ai fait les acquisitions, pour chaque longueur d'onde, pour chaque géométrie, à chaque fois, j'ai pris 3 photos à 3 temps d'exposition différents.
je me suis rendu compte qu'en fait, les 3 temps d'exposition que j'ai choisis ne sont pas forcément les meilleurs et qu'un seul des 3 était suffisant pour ce que j'ai traité comme données ensuite. Mais l'idée, ce serait de prendre davantage de photos pour avoir quelque chose d'HDR beaucoup plus intéressant. Et avec le marbre, justement, il faudrait que je puisse trouver une combinaison de temps d'exposition qui me permettrait toujours d'avoir suffisamment d'informations à refaire pour chaque échantillon, pour chaque matériau différent. Merci beaucoup. Et on va passer à la partie suivante. On peut réapplaudir tous les participants, les intervenants.